programme de surveillance que vous avez appris à connaître au début du choix, qui permet la surveillance des infections en temps réel. Donc les maladies infectieuses sont une cause de morbidité et de mortalité extrêmement importante dans le monde, en France et dans notre région. Et en fait, le fait de disposer d'outils en fait, qui permettent de surveiller et de détecter de façon la plus précocement possible des infections, c'est un élément extrêmement important. Et d'autant plus que les maladies infectieuses sont non prévisibles. Et dans l'historique des maladies infectieuses relativement récentes, notamment la découverte de l'épidémie de légionellose et puis de l'épidémie de sida, qui se sont faites sur respectivement en comptant le nombre de morts à Philadelphie et puis pour l'épidémie de sida, un des éléments qui a permis la découverte de cette épidémie, c'était de compter simplement les prescriptions anormales d'un médicament qui était la patabiline, utilisé dans une indication qui n'était pas usée. Et donc, M. Raoult nous a demandé en 2002 de mettre en place en fait, un outil qui permettait de détecter en fait, des événements anormaux sur la base des données du laboratoire de microbiologie. Et donc, alors dans quel contexte on travaille bien sûr sur l'ensemble des données des hôpitaux publics de Marseille, pour lequel en fait, nous sommes le seul laboratoire de microbiologie. Et Marseille, entre la commune et l'aire urbaine, représente à peu près 2% de la population française. Et au laboratoire de microbiologie, donc on fait à peu près 1 million de dossiers par an, et en fait, au Core Laboratory, en fait, il y a environ 145 000 sérologies qui sont pratiquées, 200 000 PCR, 220 000 cultures par an, et au laboratoire POC, environ 20 000 tests sont réalisés chaque année. Donc depuis novembre 2002, donc depuis 11 ans, on met en place un programme très simple qui fonctionne sur Excel, comme vous l'avez vu, qui permet de compter le nombre de prélèvements qui sont reçus au laboratoire, le nombre de tests qui sont réalisés, le nombre de diagnostics positifs. Et l'objectif majeur, c'est de détecter en fait, des événements anormaux. Et pour ça, la surveillance est fondée sur une approche de type syndromique, qui va, de type syndrome Betz plutôt, plus précisément, qui va donc être fondée sur les prélèvements qu'on reçoit au laboratoire, et pas uniquement les diagnostics, et une approche deuxièmement plus classique, qui est spécifiquement qui regarde spécifiquement des diagnostics d'infection, par exemple la grippe ou le rotavirus. Et donc le principe du programme pour détecter au milieu du grand nombre de données qu'on a des événements anormaux, c'est une façon très basique de regarder sur la moyenne de faire la moyenne des données historiques et de regarder tout ce qui est augmenté par rapport à la moyenne plus 2 écarts types. Et à ce moment-là, quand vous rentrez le chiffre dans le fichier Excel, il s'affiche en haut. Donc depuis 11 ans, il y a au total environ 17 millions d'événements qui ont été entrés dans la clinique, pour à peu près un peu moins d'1 million de diagnostics positifs, sachant que de nouveaux paramètres sont suivis chaque année et chaque mois. Et donc, ça a permis en fait ça a conduit à de nombreuses investigations et puis à de nombreux signalements en fait aux plaintes, essentiellement également parfois à l'ARS. Alors la surveillance syndrome based, en fait sur la base des données du laboratoire, ça consiste à regarder les prélèvements, et donc on regarde l'ensemble des prélèvements reçus, le prélèvement oculaire, des liquides céphalorachidien, les prélèvements respiratoires, et donc qui vont traduire en fait des infections oculaires, des infections des méningites ou des encéphalites, et des infections respiratoires par exemple. Alors le principe que vous connaissez maintenant, c'est de rentrer chaque semaine dans une ligne les nombres de prélèvements, encore une fois, le nombre de diagnostics et le pourcentage est calculé automatiquement. Et donc ça constitue en fait de semaine en semaine des données historiques. Et donc la moyenne est calculée, 2 écarts types sont calculés, et donc le seuil critique en fait est défini comme la moyenne plus 2 écarts types. Et donc ce qui conduit à afficher le chiffre en rouge lorsqu'il dépasse ce seuil critique. Et donc on ne rate pas toujours, pas assez. Ce sont les courbes qui sont générées automatiquement, et également en fait un suivi par saison, par année, et puis par an. Et donc les différents items qui sont suivis, donc c'est bien sûr
sont regroupés par syndrome et également par plateforme technologique ou par secteur du laboratoire. C'est le cas par exemple du laboratoire. Donc ça, ce sont des données que je vous ai montrées. On a environ 17 millions d'événements qui ont été rentrés. Et en fait, donc, les nouveaux paramètres sont rentrés progressivement. Par exemple, des PCR qualicidinous ont été mis en place. Et donc, elles font partie maintenant de la surveillance. Et en moyenne, pour l'ensemble des paramètres surveillés, la durée moyenne de surveillance est de un peu moins de 8 ans. Et donc, ça va de 1 mois pour quelques paramètres très récemment introduits, jusqu'à 11 ans, bien sûr, pour les paramètres qui sont suivis depuis le départ. Alors, en fait, je vais vous montrer des exemples d'événements anormaux qui ont pu être mis en évidence, ou alors de l'intérêt en fait, de cet outil. Et donc, le premier exemple, c'est l'intérêt de surveiller les prélèvements, et pas seulement les diagnostics. Donc, quand on regarde en fait à quel moment en fait s'affiche en rouge le chiffre pour la fin de l'année 2007, par exemple, pour les diarrhées et les diagnostics de virus, on voit que le nombre de prélèvements, en fait, est affiché en rouge en premier, avant le nombre de diagnostics d'infection virale, d'agents virales de gastro-entérite. Et donc, parfois, le nombre de prélèvements est précoce en termes d'alerte que le nombre de diagnostics. Alors, par ailleurs, on voit que sur la partie droite de la diapositive, qu'on a pu mettre en évidence une augmentation importante durant l'été 2005, par exemple, du nombre de liquides céphalo-rachidiens reçus au laboratoire. Et on voit bien qu'en regard, un diagnostic a été retrouvé. C'était une épidémie de méningite à antirovirus, qui est un agent majeur de méningite dans notre région. Et on voit en revanche que deux étés suivants, durant l'été 2007, il y a eu également un grand nombre de liquides céphalo-rachidiens qu'on a trouvé. Et en revanche, ce n'était pas des entérovirus. Et en pratique, aucune étiologie n'avait été mise en évidence, aussi bien en virologie qu'en bactériologie à cette époque. Alors, le deuxième exemple, c'est la mise en évidence de saisonnalités qui sont connues. Donc, c'est tous la saisonnalité de la grippe et de l'infection par le virus respiratoire syncytial, mais on n'a pas forcément exactement le même profil chaque année. On voit qu'on a des cas d'infection par le VRS et par la grippe qui sont décalés, qui ne sont pas exactement au même moment de l'année, qui n'ont pas la même intensité, mais sont quand même des choses connues. En revanche, on peut voir également des choses qui sont un peu plus étonnantes. Donc, suite à la pandémie de 2009, de grippe, et bien en fait, on avait eu une augmentation extrêmement importante l'année suivante du nombre de cas de grippe, et en particulier au fait que la PCR avait été mise en place de façon plus systématique. Et en revanche, ce qu'on pouvait également noter, c'est que le nombre de cas en fait, de grippe pendant toute l'année 2010 qui avait suivi donc, la pandémie 2009, et bien en fait, il n'y avait quasiment pas de cas pendant toute l'année 2010 de grippe. Un troisième exemple, c'était la mise en évidence d'une saisonnalité, cette fois-ci inconnue, et donc c'était M. Paul qui avait signalé à plusieurs reprises que le nombre d'infections à Klebsiella pneumoniae en fait était plus importante pendant la période estivale, et ce qui avait conduit à une investigation plus spécifique dans les infections, dans les bactériémies à Klebsiella pneumoniae, et on y avait effectivement une augmentation significative pendant la période estivale. Et donc, en contactant en fait 3 laboratoires dans 3 autres sites dans le monde, et bien en fait, il avait été retrouvé. Donc là, on retrouve en fait les données pour la PHM, donc à Marseille, et dans 3 autres laboratoires, en fait, il y avait le même profil avec une augmentation des bactériémies à Klebsiella pneumoniae pendant la période estivale. Donc la seule différence, c'était l'Australie, le laboratoire en Australie qui était dans l'hémisphère sud, donc la période était inversée. Et donc on avait exactement la même saisonnalité en fait dans 4 laboratoires différents dans le monde. Le 4e exemple, ça a été une augmentation, vous voyez, on voit le chiffre qui s'affiche en rouge, du nombre d'IgM positives contre le virus de l'hépatite E et de cas documentés par PCR d'hépatite E autochtone.
Et donc, en fait, ça c'était début 2011, et donc ce qui avait plu de ce qui avait été investigué, et ce qui avait pu s'expliquer possiblement par le fait qu'il y a une consommation plus importante de figatelli artisanaux en fait en fin d'année. Mais en tout cas, ce qu'on avait mis en évidence également qui pouvait expliquer cette augmentation anormale du nombre de cas d'hépatiteux, c'était les 2 premiers cas en fait d'infection par des génotypes 4 en France. Et donc ce génotype a été retrouvé par la suite dans notre laboratoire et a représenté au printemps suivant en fait à peu près la moitié des génotypes d'hépatiteux. Cinquième exemple en fait qui se porte sur la résistance à l'imipenem avec une détection en fait en février 2011 de cas en fait nombre élevé, énormément élevé de cas en fait de résistance à l'imipenem portant sur la cynotorbactère pneumoniae, ce qui avait été signalé, ce qui a conduit également une investigation. Sixième exemple, en fait, la surveillance qui porte sur le POC, avec la surveillance des pathogènes critiques et avec l'augmentation du nombre de cas d'infection à Streptococcus pyogenes donc au laboratoire POC. Donc ce qu'on voit, en face, ça s'affiche en rouge, et on voit bien sur la courbe qu'il y a une augmentation. Et au moment, c'était début de l'année 2011, au moment de cette augmentation, en fait, il y a un papier qui est sorti dans Eurosurveillance qui retraçait, en fait, qui rapportait des cas de bactériémie sévère, invasive d'infection invasive à Streptoa, et donc associée en fait une mortalité dans le cas de co-infection avec le virus de la grippe B. Et donc on avait regardé ici au laboratoire, et donc sur les 227 échantillons reçus et testés positifs, qui testaient positif pour le Streptoa, en fait dans 74 cas, en fait, il y avait une recherche associée de virus de la grippe, et 23 co-infections, 31% de co-infections avaient été retrouvées. Et par ailleurs, donc, 30 bactériémies à Streptoa avaient été retrouvées depuis sur une période depuis 2007, pardon. Il y avait 10 hein, sur les 30 qui étaient survenus en fait très récemment, sur les 3 derniers mois, depuis octobre 2010. Voilà, donc un autre exemple plus récent concernant en fait une augmentation des infections sexuellement transmises donc, en 2012. Ce qui avait été noté, c'est une augmentation initialement en fait, des cas d'infection à Neisseria gonorrhée. En fait. Il y avait 9 cas dans le mois, alors que le plus grand nombre, ça avait été 3 en fait, dans toute la période de suivi antérieure. Et donc ça avait conduit à investiguer d'autres IST. Donc, on avait vu une augmentation hein, pour 2012 très franche, également des infections à Treponema pallidum, des syphilis, hein, et puis des primo-infections par le VIH. Voilà. Et donc, par ailleurs, cet outil, en fait, c'est également un outil pédagogique. On a environ 200 étudiants, au-delà des internes, j'ai vu qu'on avait beaucoup d'étudiants qui passaient par un laboratoire, environ 200 étudiants par an. Et donc, ça permet, en fait, cet outil permet de corriger sur une année et de voir quelle est l'incidence réelle et la prévalence réelle des infections. Et on s'est servi en fait de ces prévalences et de ces incidences avec Jean-Marc Rollin pour reprioriser en fait les agents infectieux dont on parlait en cours de pharmacie. Voilà, donc en conclusion, c'est un outil qui est simple, hein, qui est polyvalent, qui est très facile d'adapter et qui permet donc un suivi à l'échelle du laboratoire, qui a permis un certain nombre de mettre en évidence un certain nombre d'événements anormaux et qui néanmoins nécessite un certain nombre d'améliorations. Et donc on va passer à une deuxième phase avec la mise en place d'une plateforme avec des gens qui sont extrêmement compétents pour ça. Donc on va travailler avec le CESPAS dans le cadre de l'IHU. Alors il faut savoir qu'il y a d'autres moyens de surveiller également qui sont assez qu'on a regardé, qui sont par exemple à la prédiction en fait le suivi en fait des cas de grippe sur la base en fait des consultations Google. En fait, ça s'était initialement décrit aux États-Unis par rapport, vous voyez en fait les courbes qui sont très superposées du suivi des consultations des gens étaient grippe, flou aux États-Unis, dans Google, par rapport en fait au suivi en fait en rouge par le CDC. Vous voyez, c'est extrêmement superposable et c'était même un petit peu plus précoce. L'arrivée de l'épidémie était détectée de façon un tout petit peu plus
précoce avec Google. Ça avait été refait en France également pour la grippe, pour les gastroentérites, pour la varicelle. Vous voyez, c'est extrêmement superposable entre les données en fait colligées par les centres nationaux de référence et l'INVS et puis les données dans Google. Et donc, par exemple, nous, on a regardé sur l'hiver 2011-2012, et vous voyez, donc pour notre région, pour la région PACA, pour les bronchiolites AVRS, entre ce que l'on a en haut dans Google, tendance de recherche, et ce qu'on a réellement diagnostiqué au laboratoire, c'est quand même très, très superposable, et également pour la grippe. Voilà, donc l'étape suivante, c'est d'une part en fait d'étendre à l'ensemble des bactéries, des plus de 600 bactéries isolées au moins une fois dans le laboratoire, et ça, c'est un clientèle, c'est le CABAT qui s'en occupe avec Jean-Marc Rollin. Également la mise en le suivi en fait exhaustif de l'ensemble des profils de résistance aux antibiotiques, et ça, ce qui est managé par Jean-Marc Rollin. Troisièmement, en fait, une nouvelle plateforme va être mise en place puisque ce outil est arrivé un peu à saturation en termes de capacité. Donc c'est Hervé Chaudet et Xavier de Paris qui mettent en place une plateforme appropriée. Et puis en fait, au-delà de juste tester sur la PHN et sur l'IHU, dans le cadre de l'IHU Méditerranée Infection, en fait, il y a un projet de développement en fait, et de suivi et de surveillance en fait, et d'extension de cette surveillance à l'ensemble de la région PACA, ce qui est en train d'être mis en place. Voilà. Déjà, il faut que tu écrives ça. Comment ? Il faut que tu écrives cette première partie épique. Ouais, on est en train de la reprendre avec Cédric. Même si ensuite elle est dépassée et qu'il faut en faire autre chose, il faut moins l'écrire. Très bien. Ensuite,